Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, August 2, 2024. The United States and Cameroon government joined forces together to fight against AIDS. This through the Camphia project. His Excellency Christopher Lamora shall be shedding more light on this project. Also in this newscast, in line with the Breastfeeding Week, Dr. Haruna, a gynecologist, shall be shedding light on some tips and insights on how to preserve and handle breast milk, which sometimes is very challenging for nursing mothers. And in sports, Paris Olympic Games, another dark series for Team Cameroon. Cameroon Judo's team representative Anita Sopi has fallen today to the Japanese Akira Sone, the Olympic champion title bearer. The stories in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen, and you're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll dive right into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Makeda Lidinho-Tom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Asek-Souelem, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Sport, olympisme, où en est la Cameroun Olympic Team une semaine après le démarrage des Jeux Olympiques Paris 2024. Sur 6 athlètes engagés dans cette compétition, 3 sont déjà éliminés. Après Sarah Nana Anfo au tennis de table et Giorgio Armani Guichet à la natation. Le 3e athlète est tombé ce jour. Il s'agit de la judokate Anita Sopimbela, battue ce vendredi par la championne olympique en titre, Akira Sone. Les athlètes Linda Angounou et Emmanuel Essémé entrent en compétition demain. Actualité du Cameroun à ces Jeux olympiques, c'est dans l'élément qui va suivre. La série noire se poursuit pour la délégation camerounaise à Paris en France, pays hôte des Jeux olympiques 2024. Ce vendredi 2 août, la judokate et porte-étendard de la Cameroun Olympic Team est tombée. Engagée dans la catégorie des plus de 78 kilos, Anita Sopimbela a été battue par la championne olympique en titre, la japonaise Akira Sone, après seulement 3 minutes et 26 secondes de combat. Une défaite synonyme d'élimination de ces JO de l'athlète camerounaise dès les 32e de finale. Élimination qui s'ajoute à celle de Sarah Nana Anfo au tennis de table. Fin de parcours et fin de carrière aussi, je l'avais dit, c'était les 3e Jeux. Donc j'ai ces deux impressions, le fait d'avoir perdu, j'aurais vraiment voulu aller plus loin, surtout pour le Cameroun, j'ai eu un soutien incroyable sur les réseaux sociaux, le nombre de messages que j'ai reçus et j'avais une responsabilité, je voulais vraiment aller plus loin. Et puis fin de carrière, donc il y a tout ça qui remonte. Et à celle de Giorgio Armani Guichet à la natation chez les hommes. Présent à Paris avec 6 athlètes, le Cameroun voit 3 athlètes déjà hors de course, une semaine après le démarrage de ces Jeux olympiques d'été. Restent désormais en liste 3 athlètes, à savoir la nageuse Grace Manuel Angulo, qui descend dans le bassin ce samedi 3 août. Elle sera en compétition dans la série numéro 2 des 50 mètres nage libre femmes. Ce samedi également, les 2 athlètes entrent en compétition, à savoir Linda Angounou, dans la discipline de 400 mètres haies et Emmanuel Essémé au 100 mètres hommes. À la veille de leur descente sur les pistes, ces athlètes ont reçu ce 2 août au village olympique la visite du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Motombi, accompagné de son secrétaire général Charles Kouokoté et de Francis Ngapout, promoteur du programme IASA. Occasion pour ce dernier de remettre un don en matériel et une prime d'encouragement à ces 2 athlètes. It is sometimes very challenging and very stressful for nursing mothers to conserve and preserve breast milk. Our reporter caught up with a gynecologist who gives us some tips and insights on how to handle this very precious liquid for our infants. Mothers sometimes find it difficult and hard
to preserve and conserve breast milk, considering the different risks involved when this is not done properly. While health experts say that this precious nutrient and source of energy for newborn babies can be preserved in refrigerators. The breast milk should be preserved inside the breast normally, but at certain moment, for example, for men that are working, they want to breastfeed really their baby, so they can collect milk and keep it inside the cup and keep it inside the fresh, so that at the moment they can boil it and give to the baby. In the process, hygiene and sanitation measures must be applied for the baby's well-being. For this issue, they have to do the hygiene of the breast before collect. There's some material to collect milk from the breast of the woman and keep it inside those things. There are also what they call the lactarium. Some is mixing where they can collect milk and keep it inside. But most of the time, they have to put it inside those cups where they used to give to the babies. Nevertheless, the nursing mothers advised before handling the breast milk to wash their hands with soap and clean water before preserving the milk in a bottle free from chemicals. And now the United States and Cameroon's government are joining forces together to fight against AIDS, and this in the Campfire project. And I'll invite you to listen to the ambassador of the United States to Cameroon, Christopher Lamora, as he gives us more insights on this project. Collaborating closely with the government of Cameroon to enhance health outcomes has been a cornerstone of U.S. priorities here for decades. Our partnership with government agencies, non-governmental organizations, the private sector, and civil society spans all 10 regions, and this partnership has allowed us to make remarkable strides in combating HIV in Cameroon. The U.S. government is proud to have funded CAMFIA 2024 through our PEPFAR program with an investment exceeding 11 billion francs CFA. And while that figure may seem impressive, money alone cannot and will not get the job done. The success of CAMFIA 2024 will equally arise from the collaborative partnership driving it. The leadership of the Ministry of Public Health and the National Institute of Statistics has ensured that this initiative remains Cameroon-led and Cameroon-owned. Moreover, our support to the Cameroon Baptist Convention underscores our commitment to localization. CDC and ICAP at Columbia University are providing technical expertise in designing and implementing the assessment, while, as we heard, other Cameroonian government ministries and civil society organizations are contributing significantly to community engagement and communication strategies across Cameroon. Après la santé, parlons d'autre chose dans ce journal. Reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement camerounais réajuste son plan. Le Premier ministre Joseph Diongouté vient de signer un arrêté qui apporte des modifications relatives notamment aux ressources financières. L'objectif avoué est de relever certains défis constatés sur le terrain. Les précisions avec vous, Olivier Bouzikeu à Yaoundé. Globalement, le réajustement intervenu fait suite aux difficultés liées à l'implémentation du plan sur le terrain et aux défis qu'il reste à relever. Il est question de rendre le plan plus efficace, plus participatif et d'assurer une exécution plus harmonieuse, concertée et équitable des projets retenus. Ainsi, l'on note 4 mutations majeures. D'abord, l'ouverture du plan à de nouveaux partenaires d'exécution. Jusqu'ici, au cœur du système, le programme des Nations Unies pour le développement ne sera plus l'unique. Le gouvernement élargit ainsi les possibilités au regard de l'intérêt affiché au cours des dernières années par d'autres entités nationales et internationales, des pays amis ainsi que des opérateurs du secteur privé. Cet élargissement tient également compte du côté parfois complexe des actions à mener pour relever ces deux régions en crise. Ceci laisse entrevoir davantage de ressources et
et éventuellement une accélération dans l'exécution des projets. Justement, en termes de ressources à mobiliser, le comité de pilotage joue désormais un rôle clé. Il supervise le processus de mobilisation des financements et adopte une planification adaptée avec comme acteur opérationnel l'unité de coordination. Par ailleurs, la composition du comité de pilotage est davantage boostée avec l'inclusion des autorités traditionnelles et plus de place pour les élus des 2 régions qui seront désormais représentés. L'objectif étant de prendre en compte le contexte de mise en œuvre de la décentralisation. L'on note également la prise en compte des opérateurs privés et des bailleurs de fonds partenaires de l'exécution du plan. La composition des comités régionaux de suivi présidés par les gouverneurs s'est aussi élargie. Aussi, le plan sera en phase avec la stratégie nationale de développement 2020-2030 et intègre les autres missions de développement qui s'exécutent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces réajustements sont contenus dans un arrêté signé par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté le 30 juillet dernier portant réorganisation du plan présidentiel de reconstruction et développement des régions du nord-ouest et sud-ouest, lequel plan, lancé en décembre 2023, ambitionne restaurer les conditions de vie des populations touchées par les années de crise, suivant les recommandations du Grand Dialogue national tenu en 2019. Économie à présent, déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. À quelques semaines du délai fixé par le ministre des Finances, les réactions sur le terrain sont diverses. Au soir du 1er septembre prochain, c'est certain, il y en a qui s'exposeront aux sanctions. Dites-vous, Oyandonké. Je ne sais pas de quoi vous parlez parce que je ne suis pas au courant. Rappelez-lui l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » qu'il vous esquissera un sourire en insistant. Moi, là où je suis, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. À environ 1 mois de l'expiration du délai de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP, il a la preuve d'un acquittement qui n'est malheureusement pas celui actuellement réclamé. Oui, je me dis que c'est les responsables là qui doivent venir auprès de nous, auprès de la population pour expliquer le bien fondé parce que moi là où je suis, je ne connais pas. Je paie déjà l'impôt de ma moto qui a 16 000 ans, que je peux vous montrer là où nous sommes. Comme les contribuables exerçant une activité commerciale, ceux dits non professionnels, c'est-à-dire les salariés, des pensionnés, des personnes ayant des revenus tirés d'un patrimoine ou d'un actif, sont soumis à l'obligation de déclaration annuelle de l'IRPP. Ceci est une mesure d'élargissement de l'assiette fiscale. Il y en a qui en sont conscients et se sont acquittés de ce devoir. Pas encore, mais j'ai vu dans un forum qu'on m'a envoyé, que ma matin m'a envoyé, c'est que l'État demande de faire. Ça veut dire que pour acheter un terrain, pour acheter par exemple une voiture, il faut absolument avoir par exemple ces papiers-là. Oui. Bon, pour le moment, j'ai pris connaissance, bon, je n'ai pas encore déclaré. Bon, c'est hier que j'ai pris l'information, donc c'est hier vraiment pris l'information. Je ne vais pas maintenant me s'asseoir maintenant et voir comment je peux faire. Bien que nous soyons dans le délai de prorogation donné par le ministre des Finances, l'information est récente pour d'aucuns. Je l'ai déjà fait, donc ça veut dire que je sais de quoi il s'agit. Voilà pourquoi je m'étais acquitté de cette émission. Et pour être libre moralement, il faut souvent s'acquitter des exigences, soit du gouvernement, par exemple, parce qu'ils savent en quoi ils s'en tiennent quand ils mettent une opération de ce genre sur le terrain. C'est comme si on vous demande de vous faire établir un acte de naissance, une carte nationale d'identité. Toutes ces pièces, dès qu'on vous demande de les établir, il faut le faire et vous êtes tranquille. Le 1er septembre 2024 est donc la date limite de déclaration de l'IRPP. Les contrevenants s'exposent entre autres à l'impossibilité d'obtenir un visa de sortie du territoire, d'obtention de l'attestation d'immatriculation, de l'impossibilité d'ouverture des comptes bancaires et même des contrats de fourniture d'eau, d'électricité et de téléphone.
Le 9 juillet dernier, le délégué des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest a signé une note qui interdit, sur instruction du ministre, la perception des frais de l'APEE dans les établissements publics. Les parents rencontrés, notamment ce jour du côté de Yaoundé, saluent cette décision et souhaitent qu'elle soit appliquée sur l'ensemble du territoire national. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. La note est du délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest. Elle demande au chef d'établissement public, sur instruction du ministre des enseignements secondaires, de ne plus percevoir les frais exigibles d'examen d'APEE pour le compte de l'année 2024-2025 et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision saluée par certains parents rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Yaoundé. L'APE, ils font quoi avec? On fait quoi avec l'APE au Cameroun? L'APE, c'est pour nourrir les ministres comme eux, et pas pour les pauvres. L'APE ne fout rien au Cameroun. L'APE pouvait construire des lycées et des toilettes. Il n'y a pas de toilettes dans les lycées au Cameroun. Il n'y a rien. Mais si nous les parents, on va un peu respirer. On est respirable avec la paix d'APE là. Tu payes même, on te dit APE. Tu ne payes pas, mais on était dépassé. Bravo pour cette suspension. Mais qu'est-ce qui sera fait pour compenser cette source de revenus et les charges qu'elle finançait? Le ministère a décidé de supprimer l'APE ayant bien réfléchi. Pour ma part, je pense que ce n'est pas mauvais. Si seulement ils ont adopté un système pour accompagner les enfants, les établissements scolaires, pour développer, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas dans le cadre sport, je reste dans mon secteur. Pour développer le sport, par exemple, et accompagner les enfants vers les compétitions, vous allez voir d'ici peu de temps, on va dire FENASCO A, FENASCO B, ainsi de suite. Et les établissements ne sont pas prêts à décaisser de l'argent pour financer. Les APE sont indispensables pour la bonne marche de l'établissement parce que ça aide beaucoup les élèves. Il faut avoir les toilettes publiques et tous les APE. Si c'est bien, quand c'est bien géré, peuvent continuer. Il faut savoir que la dite note est signée depuis le 9 juillet dernier à Bafoussam. Il y est précisé que toute dérogation à cette instruction ministérielle sera sévèrement punie. Avant la page internationale de ce journal, devoir de mémoire, réhabilité Rudolf Douala Mangabel, exécuté le 8 août 1914 à 39 ans par l'administration coloniale allemande. C'est le leitmotiv qui guide cette année les activités organisées dans le cadre de la commémoration de sa disparition. Conférences de presse, colloques international, expositions et autres projections cinématographiques sont quelques articulations des journées commémoratives de Douala Mangabel qui se déroulent de juillet à septembre 2024 à Yaoundé et à Douala. Face à la presse ici à Douala, justement le 26 juillet dernier, Marilyn Douala-Bel, coordonnatrice générale du projet, est revenue sur la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabel en Allemagne. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Jules Lepont. La réhabilitation, qu'est-ce qui a évolué depuis l'année dernière, depuis août 2023, et même un petit peu avant août 2023, il y a eu au moins 3 villes d'Allemagne qui ont honoré Rudolf Douala Mangabel. Et ça, il y a 2 ans, 3 ans, il était hors de question d'entendre parler de ça. Le nom de Rudolf Douala Mangabel dans la rue de Berlin, la place où ce nom a été installé était avant ça la place Nachtigall. Et Nachtigall, le voilà ici, c'est lui qui a hissé le drapeau allemand le 13 juillet 1884 sur le plateau de Josse. Nachtigall est le porte-drapeau de l'Allemagne impériale. Et lorsqu'il s'est agi de mettre le nom de Rudolf Douala Mangabel à cette place-là, à Berlin,
il y a eu des résistances. Cela a pris 5 ans. Donc déjà, les lignes ont énormément bougé en termes de sensibilisation du peuple allemand, et le peuple allemand se fait entendre par son parlement et se fait entendre par son gouvernement, et le gouvernement allemand est maintenant déterminé à ce que quelque chose change. Le ministère allemand soutient une bonne partie de l'exposition qui va avoir lieu en septembre 2024, à la clôture de ces cérémonies. Le gouvernement allemand soutient le déplacement, le voyage d'un certain nombre de ces artefacts. The United Nations Climate Crisis Coordinator and a top World Food Programme official in Southern Africa have assessed a drought-driven humanitarian crisis and blame it on the El Nino weather phenomenon and climate change. More of the story with our VOA partners. Winding up her 2-day visit to Zimbabwe on Thursday in the country's El Nino-affected Matopo district, UN Assistant Secretary General Rina Gelani appealed immediately to the international community for $430 million to ease the food insecurity in the Southern African nation. Gelani, who is also the UN Climate Crisis Coordinator for the El Nino response, told VOA that most of the countries feeling the effects of the climate change did not cause it. Africa has only produced less than 4% of greenhouse gas emissions, and yet you can see here in Zimbabwe and then in these southern African countries, massive impact. We need to urgently be investing in communities and supporting governments on not only mitigating the climate crisis, reducing emissions, but also, because it's here today, helping communities to adapt to the changes that we're seeing. The naturally occurring El Nino climate pattern has affected southern African countries for decades, but the droughts have been coming more often and with greater intensity in recent years as global temperatures rise. One of those affected is Bekezela Dube, a mother of 4, now depending on odd jobs to survive because all her crops were burnt by the sun. This year's rain season was really very bad, as we did not receive sufficient rainfall, and we did not manage to harvest anything from our field. Even watermelons failed to grow. The World Food Programme says 5 southern African countries, Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia and Zimbabwe, have declared the drought a national disaster. Angola and Mozambique are also feeling the impacts. People are talking about a drought that's more severe than they've seen in 40 years in the country. But we're seeing similar things play out across an additional 6 countries in Southern Africa, where 27 million people are facing hunger this year because of the El Nino situation. Zimbabwe's next harvest is not expected until March. Obey Chaputsira, a Matopo district coordinator, says Zimbabwe's government is trying to limit the effects of the drought in his district, where 45,000 people are getting free grain and throughout the country. We have also embarked on the program of drilling bores, because most of our bores, they are seasonal in the district, so most of them are starting to dry up. We have a comparative advantage that we have a lot of sand in our rivers, so we are extracting water from that sand and coming up with piped water schemes. The government hopes these efforts produce enough water for vegetable gardens to ensure communities have a balanced diet as they wait for the next rains expected in late October. Columbus Mavunga, VOA News, Matopo, Zimbabwe. À présent, voici le résumé de l'actualité africaine du jour avec la Voix de l'Amérique, une fois de plus.
Au Nigeria, au moins 13 personnes sont mortes jeudi lors de manifestations contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie, affirme ce vendredi l'ONG Amnesty International qui accuse les forces de l'ordre d'avoir tué des manifestants pacifiques. Les rebelles Touaregs du nord du Mali ont déclaré jeudi avoir tué fin juillet au moins 84 mercenaires russes du groupe Wagner et 47 soldats maliens. Ni le Mali ni Wagner n'ont indiqué le nombre de soldats tués dans les affrontements, bien que dans une rare déclaration le 29 juillet, Wagner a déclaré avoir subi de lourdes pertes. Au Togo, Victoire Sidemeo Tomega Dogbe, qui a démissionné de son poste de Premier ministre au Togo fin mai, a été reconduite à la tête du gouvernement par le président Faure Gnassingbé, a annoncé jeudi la présidence togolaise dans un communiqué. Les partis d'opposition tunisiens, les candidats à la présidentielle et les groupes de défense des droits de l'homme accusent les autorités tunisiennes d'avoir recours à des restrictions arbitraires et à l'intimidation pour assurer la réélection du président Kais Saied lors d'un scrutin prévu le 6 octobre. Et c'est la fin de ce journal bilingue, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur STV. Au revoir, Christelle Asik. Good night to you, Makeda leading your term. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. Good night.